Aujourd'hui, nous vous amenons à un sujet un peu compliqué. Si on dit qu'un homme contient de la femme et qu'une femme contient d'un homme, est-ce que vous comprenez ça? Avant d'approfondir cette leçon d'aujourd'hui, laissons-nous vous dire sur la philosophie de Carl Gustav Jung, qui est né en 1875 et mort en 1961, repose principalement sur la théorie de la psychologie analytique, contrairement à Sigmund Freud, dont il était d'abord un disciple avant de s'en éloigner. Jung met l'accent sur la dimension spirituelle et collective de la psyché humaine, principaux concepts de la pensée jungienne. 1. L'inconscient collectif. Jung distingue deux types d'inconscient. L'inconscient personnel, similaire à la conception freudienne, contenant les expériences refoulées et les souvenirs individuels. L'inconscient collectif, qui est un réservoir universel d'images et de symboles partagés par toute humanité. Ces images fondamentales sont appelées archétypes. 2. Les archétypes. Les archétypes sont des motifs universels qui influencent notre comportement et nos croyances. Parmi les plus connus, on trouve le soi, c'est-à-dire la totalité de la psyché, la quête d'harmonie intérieure. L'ombre, les aspects refoulés de notre personnalité, souvent négatifs, mais parfois source de créativité. L'anima et l'animus. Le féminin dans l'homme, anima, et le masculin dans la femme, animus, représentant notre complémentarité psychique. Le vieux sage et la grande-mère, figure de sagesse et de protection présente dans nos nombreuses mythologies. Le processus d'individualisation. Jung considère que le but de la vie est de l'individuation, un processus qui consiste à intégrer les différentes parties de notre psyché, conscient et l'inconscient, pour atteindre une harmonie intérieure. Cela implique d'accepter son ombre et de reconnaître ses archétypes. 4. Les types psychologiques. Jung est aussi connu pour sa théorie de type psychologique qui a inspiré le célèbre test MBT, Myers-Briggs Type Indicator. Il distingue des attitudes fondamentales. L'extraversion, tournée vers l'extérieur, l'action et la socialisation. L'introversion, tournée vers l'intérieur, la réflexion et la solitude. Il identifie également 4 fonctions principales de la personnalité: pensée, sentiment, sensation et intrusion. 5. L'importance des symboles et des rêves. Pour Jung, les rêves ne sont pas seulement l'expression de désirs refoulés, comme le pensait Freud, mais des messages de l'inconscient collectif. Ils révèlent des vérités profondes sur notre psyché et peuvent nous guider vers l'individuation. 6. La spiritualité et l'alchimie psychique. Jung intègre des éléments de spiritualité et d'alchimie dans sa psychologie. Il considère que les mythes, les religions et les traditions ésotériques contiennent des vérités profondes sur la nature humaine. Il s'intéresse particulièrement au taoïsme, au bouddhisme et à la kabbale. En conclusion donc, la pensée de Jung dépasse la simple psychanalyse pour toucher la philosophie, la spiritualité et l'étude des mythes. Il met l'accent sur le développement personnel et l'harmonie entre les différentes facettes de l'être humain. Son approche influence encore aujourd'hui la psychologie, la littérature et les pratiques de développement personnel. Retournons alors sur notre sujet du jour qui dit que l'homme contient de la femme et la femme contient de l'homme.
Cette idée vient de la psychologie analytique de Carl Jung, qui parle des concepts d'anima et d'animus. L'anima d'abord, c'est la part féminine présente dans l'inconscient de l'homme. Il influence ses émotions, son intuition, sa sensibilité et sa relation avec le féminin. L'animus, c'est la part masculine dans l'inconscient de la femme. Il influence sa logique, sa volonté, son affirmation de soi et son rapport avec le masculin. Que signifie cette dualité? Jung considère que chaque être humain porte à lui ces deux énergies complémentaires. L'homme n'est pas uniquement rationnel et fort, il est aussi une part de douceur et d'intuition. La femme de son côté n'est pas uniquement émotionnelle et réceptive, elle possède aussi une force et une logique structurante. Dans un processus d'individuation, c'est-à-dire le développement personnel selon Jung, il est essentiel de reconnaître et d'intégrer cette part opposée à nous pour atteindre un équilibre psychologique. Un homme qui rejette totalement son anima risque d'être rigide, insensible ou incapable de se connecter à ses émotions. Une femme qui nie son animus peut avoir du mal à s'affirmer ou à prendre des décisions rationnelles. Symbolisme dans la culture et la spiritualité. Cette idée se retrouve dans plusieurs traditions. Le yin-yang, le yin et le yang. La philosophie chinoise, le masculin et le féminin sont indépendants et complémentaires. Dans certaines interprétations religieuses, l'humain serait originairement androgyne, c'est-à-dire comme dans certaines lectures du mythe d'Adam et Ève. En alchimie, on parle d'un mariage antérieur entre le masculin et le féminin pour atteindre la complétude. En résumé donc, dire que l'homme contient de la femme et vice-versa signifie que nous avons tous une part masculine et une femme féminine à nous, et que l'équilibre entre ces deux pôles est essentiel pour une vie harmonieuse et épanouie. Qu'est-ce qui le prouve dans la vie courante? On peut observer cette idée dans la vie courante à travers plusieurs aspects du comportement humain, des relations et des expressions personnelles. Voici quelques exemples concrets qui montrent que l'homme porte une part de féminin et la femme une part de masculin. Les émotions et la sensibilité. Beaucoup d'hommes, bien que socialement encouragés à être forts et rationnels, ressentent et expriment des émotions profondes. Tristesse, si vous voulez, douceur, compassion. Ce qui est souvent associé à l'anima. De même, de nombreuses femmes, au-delà de leur image douce et maternelle, ont une grande force intérieure, une détermination et une capacité de leadership qui reflètent leur animus, les choix de vie et les compétences. Un homme peut aimer la danse, la cuisine, l'art ou s'occuper des enfants, ce qui sont souvent des domaines culturellement associés au féminin. Une femme peut exceller dans la mécanique, la politique, les sports de combat ou la prise de décisions stratégiques, des sphères souvent vues comme masculines. La complémentarité alors dans les relations. Dans un couple, un homme peut être le plus doux et émotionnel, tandis que la femme peut être plus pragmatique et dominante. On retrouve souvent un équilibre naturel. Une personne plus logique et analytique attire une personne plus intuitive et émotionnelle et vice-versa.
laissons-nous parler sur la parentalité et l'éducation. Un père peut être très attentif et tendre avec ses enfants, montrant un côté nourricier et protecteur, souvent attribué. Un père peut être attentif et tendre avec ses enfants, montrant un côté nourricier et protecteur, souvent attribué au féminin. Une mère peut être ferme et imposer des limites avec autorité, montrant ainsi un côté masculin d'affirmation et de structuration. Si nous parlons sur la créativité et l'intrusion, les grands artistes, hommes comme femmes, accèdent souvent à une part profonde d'intrusion et de sensibilité pour créer ce qui montre une fusion des énergies masculines et féminines. Les inventeurs, les philosophes et les entrepreneurs ont souvent une imagination et une vision féminine combinée à une action déterminée et structurée masculine. 6. Nous voulons parler sur la spiritualité et les traditions culturelles. Dans le bouddhisme et le taoïsme, l'équilibre entre le yin féminin et le yang masculin est vu comme essentiel pour l'harmonie de l'individu. En Afrique, dans certaines cultures, un chef respecté doit savoir à la fois faire preuve de force masculine et de sagesse douce féminine. En conclusion donc, ces exemples montrent que nous ne sommes jamais purement masculins ou féminins. Nous avons tous à nous ces deux énergies et la vie quotidienne prouverait les complémentarités. L'idée n'est pas de renier son genre, mais d'intégrer et d'équilibrer ses forces pour être un individu complet et épanoui. Alors, y a-t-il une relation lorsque nous voyons un homme qui se comporte comme une femme dans la vie courante et vice-versa? Nous l'avons déjà dit, mais retournons sur ça afin que vous ayez vraiment des instructions, des enseignements approfondis. Oui, il peut y avoir une relation entre le fait qu'un homme adopte des comportements considérés comme féminins et vice-versa. Et la théorie de Jung, c'est que l'anima et l'animus, nous avons déjà dit ça, ce n'est qu'approfondir. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer ces comportements et ils ne se limitent pas uniquement à la psychologie analytique. 1. La théorie jungienne, l'anima et l'animus en action. Un homme qui exprime une grande sensibilité, de la douceur, une forte intuition ou un goût pour des activités traditionnellement féminines peut être connecté à son anima. Cela peut être une richesse, car cela lui permet d'avoir une intelligence émotionnelle développée. Une femme qui est très affirmée, rationnelle, ambitieuse, ou qui aime des activités perçues comme masculines peut être influencée par son animus, ce qui peut lui donner une grande force intérieure et un leadership naturel. Dans la vision jungienne, ces manifestations ne sont pas des anomalies, mais plutôt des expressions d'un équilibre psychologique. Jung considérait que chacun devait accepter et intégrer cette part opposée à lui pour être complet. Si nous parlons de l'influence de la culture et de l'éducation, les normes de genre varient selon les cultures et les époques. Par exemple, en Occident, les hommes sont souvent poussés à être forts et réservés, alors qu'en Afrique ou en Asie, il existe des sociétés où les hommes expriment plus librement leurs émotions. Dans certaines cultures traditionnelles, les femmes étaient exclusivement associées au rôle maternel et domestique, alors qu'aujourd'hui, elles dirigent des entreprises et occupent des rôles de pouvoir. Vous le voyez souvent. Ainsi, lorsqu'un homme exprime des traits considérés comme féminins, cela peut simplement être une liberté individuelle plutôt qu'une indication qui déséquilibre psychologique. Dans des équilibres psychologiques, le rôle de la biologie et des hormones. Certaines études en neurosciences montrent que les niveaux
de testostérone et d'estrogène influencent certains comportements. Mais il n'y a pas de séparation stricte entre masculin et féminin. Un homme peut avoir des traits psychologiques, physiologiques plutôt, ou psychologiques, plus proches d'un féminin et inversement. La diversité des tempéraments humains fait que certaines personnes se sentent plus à l'aise en exprimant des traits de l'autre genre. La dimension spirituelle et symbolique. Dans certaines traditions spirituelles, taoïsme, bouddhisme, chamanisme, on considère que l'être humain idéal est un équilibre du masculin et du féminin. Dans la philosophie chinoise, le yin, féminin, et le yang, masculin, existent en chacun de nous. Certaines figures historiques ou spirituelles, comme Jésus, Bouddha ou Gandhi, sont vues comme des personnes ayant transcendé la séparation des genres en intégrant la douceur et la fermeté, l'intrusion et la rationalité. 5. L'orientation sexuelle et l'identité de genre. Il est important de noter que le fait qu'un homme adopte des traits féminins ou une femme des traits masculins ne signifie pas nécessairement qu'il identifie à un autre genre ou qu'il a une orientation sexuelle spécifique. Un homme peut être hétérosexuel tout en étant très expressif émotionnellement. Une femme peut aimer des activités traditionnellement masculines sans remettre en question son identité féminine. En conclusion donc, lorsqu'on voit un homme se comporter comme une femme ou une femme comme un homme, cela peut être lié à une forte présence de son anima ou animus, mais aussi à d'autres facteurs comme l'éducation, la culture, la personnalité ou même la biologie. Ce n'est ni un problème, ni une anomalie, mais plutôt une expression de la diversité humaine. Ça peut arriver qu'une femme ne peut avoir une envie de l'homme sexuellement et vice versa. Est-ce qu'il y a une relation? Si nous l'avons déjà dit d'une façon expressive, laissons-nous nous le dire un peu. Oui, il existe une relation entre l'attirance sexuelle entre un homme et une femme et les concepts psychologiques et biologiques qui régissent le désir humain. 1. Le lien avec la théorie jungienne anima et animus. Dans la pensée de Jung, l'homme est attiré par la femme parce que son anima, par féminine, de son inconscient, le pousse à rechercher une figure féminine extérieure qui complète son être. De la même manière, la femme est attirée par l'homme parce que son animus, par masculine de son inconscient, la guide vers une figure masculine extérieure. Autrement dit, l'attirance entre les sexes pourrait être en partie due à un besoin psychologique d'intégrer cette part opposée et de trouver un équilibre entre masculin et féminin. 2. Le lien avec la biologie et les hormones. Le désir sexuel est aussi fortement influencé par des facteurs biologiques. Testostérone et estrogène. Ces hormones jouent un rôle clé dans le désir sexuel. Les hormones produisent plus de testostérone. Les hommes produisent plus de testostérone, ce qui stimule un désir plus fréquent, tandis que les femmes sont influencées par les variations hormonales du cycle menstruel. Phéromones, ce sont des signaux chimiques que notre corps émet et qui influencent inconsciemment l'attirance entre les individus. L'instinct de reproduction.
Même si la sexualité humaine ne se limite pas à la reproduction, l'attirance entre les sexes a aussi une base biologique pour assurer la survie de l'espèce. 3. Lié avec la psychologie et la culture. L'attirance entre l'homme et la femme n'est pas seulement biologique, elle est aussi influencée par des facteurs psychologiques et culturels. Les présentations sociales. Certaines cultures valorisent la complémentarité entre l'homme et la femme, renforçant ainsi le désir réciproque. Les préférences personnelles. Chaque individu a des critères d'attirance propres, influencés par son vécu, son environnement et ses expériences. Si nous parlons, le désir est universel. Même si l'homme et la femme ressentent naturellement du désir, l'un pour l'autre, il y a des exceptions. La sexualité. Certaines personnes ne ressentent pas de désir sexuel, quelle que soit la personne en face. L'orientation sexuelle. Tout le monde n'est pas attiré exclusivement par le sexe opposé. Les blocages psychologiques. Certaines expériences, traumatisme, éducation stricte, conditionnement religieux peuvent influencer le désir. En conclusion, le fait qu'un homme désire la femme et vice-versa a une base biologique, hormones, instincts, psychologiques, animus, et culturel, normes sociales. Mais ce désir n'est pas absolu. Il varie d'une personne à l'autre en fonction de nombreux facteurs. Nous voulons alors approfondir cette réflexion en explorant plusieurs dimensions du désir entre l'homme et la femme et les facteurs qui peuvent l'influencer. 1. L'attirance et le désir, une énergie de polarité. Dans plusieurs traditions philosophiques et spirituelles, l'attirance entre l'homme et la femme est expliquée par une dynamique de polarité. L'homme représente souvent une énergie yang, force, action, structure. La femme incarne une énergie yin, réceptivité, fluidité, intrusion. L'attirance naît de l'équilibre et de l'incomplémentarité entre ces deux forces opposées. Cela signifie que le désir sexuel peut être vu comme une tension entre ces deux énergies, cherchant à s'unir pour former un tout harmonieux. Exemple dans la vie courante. Une femme qui exprime beaucoup de douceur peut attirer un homme plus dominant et protecteur. Un homme très rationnel peut être fasciné par une femme intuitive et émotive. Cependant, lorsque ces énergies sont déséquilibrées, par exemple, une femme qui prend un homme trop masculin ou un homme qui devient trop passif, cela peut parfois altérer l'attirance naturelle. Pourquoi certaines personnes n'éprouvent pas de désir sexuel? Bien que l'attirance entre les sexes soit une tendance générale, certaines personnes peuvent ressentir peu ou pas de désir sexuel. Voici quelques explications possibles. A. Facteurs biologiques. Une faible production de testostérone ou d'estrogène peut réduire le désir sexuel. Des maladies chroniques ou des déséquilibres hormonaux peuvent affecter la libido. B. Facteurs psychologiques. Un traumatisme sexuel passé peut inhiber le désir. Une éducation stricte, religieuse, morale peut conditionner une personne à refouler son désir. Le stress, l'anxiété et la dépression peuvent bloquer l'envie sexuelle. C. Facteurs sociaux et culturels. Dans certaines sociétés, le désir féminin a été historiquement reprimé, créant des blocages inconscients. Les normes de beauté influencent le désir. Et des personnes qui ne sont pas attirantes peuvent avoir sa libido diminuée. D. Asexualité.
Certaines personnes sont asexuelles, c'est-à-dire qu'elles ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle, tout en pouvant éprouver des sentiments amoureux. 7. Le désir sexuel est-il constamment présent? Non. Le désir varie selon plusieurs facteurs. Les cycles hormonaux. Chez la femme, le désir fluctue en fonction du cycle menstruel, souvent plus fort pendant l'ovulation. Chez l'homme, le taux de testostérone peut également varier selon l'alimentation, le sommeil et le niveau de stress. B. La durée de la relation. Au début d'une relation, la passion est forte à cause de la dopamine et de l'adrénaline. Avec le temps, le désir peut baisser si la routine s'installe, mais il peut être ravivé par des efforts conscients. Communication, surprise, changement d'environnement, ainsi de suite. C'est les émotions et l'état mental. Une personne heureuse et confiante ressentira souvent plus de désir qu'une personne anxieuse ou déprimée. L'attirance émotionnelle joue un rôle clé. On désire souvent une personne avec qui on se sent bien, compris et valorisé. Peut-on contrôler ou influencer le désir sexuel? Oui. Plusieurs éléments peuvent favoriser ou réduire le désir. Pour stimuler le désir, une alimentation saine et équilibrée. Certains aliments comme le chocolat noir, le gingembre et les huîtres sont connus pour booster la libido. Faire du sport, car il stimule la production de testostérone et améliore l'image de soi. Travailler sur la communication et l'intime émotionnel dans un couple. Pour réduire le désir, si nécessaire par choix personnel, certaines techniques de méditation et de spiritualité, comme le Triangle ou le yoga, enseignent comment canaliser l'énergie sexuelle vers d'autres formes d'expression. Création artistique, sagesse, ainsi de suite. Des choix de modèles de vie, comme l'abstinence volontaire pour des raisons religieuses ou philosophiques. Conclusion. Une alchimie complexe. Le fait que l'homme et la femme éprouvent du désir l'un pour l'autre est une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques, culturels et spirituels. Toutefois, ce désir n'est pas automatique ni identique pour tout le monde. Il varie selon les personnes, les contextes et les moments de la vie. En fait de compte, le désir est une énergie puissante qui peut être nourrie, contrôlée ou transcendée selon les besoins et les choix de chacun. Alors, laissons-nous parler sur ce qui nous voit et qui nous étonne lorsque nous faisons une analyse, lorsque une personne est fou, est folle. L'homme qui est fou, souvent il se comporte comme une femme et vice-versa. Cela vraiment est analysé par beaucoup de personnes. Je pense que vous l'avez aussi, vous aussi analysé. Ce que vous avez observé chez certaines personnes atteintes de troubles mentaux, un homme qui se comporte comme une femme ou une femme comme un homme, peut être expliqué par de plusieurs manières, à la fois psychologiques, neurologiques et socio-culturelles. 1. La psychologie et l'inconscient, anima et animus, d'après Carl Jung. Selon Jung, chaque être humain possède à lui une part de sexe opposé. Chez l'homme, il y a anima, nous l'avons déjà évoqué, part féminine intérieure qui influence ses émotions, sa sensibilité et sa créativité. Chez la femme, il y a animus, part masculine antérieure, qui influence sa logique, sa force
et son affirmation de soi. En général, dans une personne équilibrée, ces deux forces coexistent en harmonie. Mais lorsqu'un trouble mental perturbe l'équilibre psychique, l'animal ou l'animus peut prendre le dessus de façon exagérée, ce qui peut donner l'impression qu'un homme se comporte comme une femme et inversement. Exemple dans la folie. Un homme peut développer des comportements très expressifs, émotionnels, délicats, voire adopter une voix plus douce, s'habiller différemment. Une femme peut devenir plus agressive, avoir des comportements plus bruts et détachés émotionnellement. Certains fous peuvent aussi changer leur identité de genre dans leur perception mentale, sans pour autant être transgenre au sens strict. 2. Les troubles neurologiques et hormonaux. Parfois, certains troubles mentaux sont liés à un déséquilibre hormonal ou neurologique, ce qui peut affecter la perception de soi et le comportement. La schizophrénie. Certaines personnes atteintes peuvent adopter des rôles différents, voire croire qu'elles sont quelqu'un d'autre, y compris une personne de l'autre sexe. Les lésions cérébrales. Des atteintes à certaines parties du cerveau, comme le lobe frontal, peuvent modifier le comportement et rendre une personne plus expressive ou plus inhibée. Les troubles hormonaux. Des niveaux hormonaux. Des niveaux anormaux de testostérone ou d'estrogène peuvent influencer la manière dont une personne se comporte. Exemple dans la vie courante. Un homme avec un taux élevé d'estrogène pourrait avoir des comportements plus doux et sensibles. Une femme avec plus de testostérone pourrait avoir une voix plus grave et un comportement plus affirmé. Si une personne devient folle à cause d'un déséquilibre chimique dans le cerveau, cela peut aussi influencer l'expression de son identité masculine ou féminine. 3. Les facteurs culturels et psychosociaux. Dans certaines cultures, les hommes et les femmes doivent respecter des rôles sociaux bien définis. Mais lorsqu'une personne devient folle, elle peut perdre ses repères et adopter des comportements qui ne sont pas normaux selon les attentes de la société. Exemple, un homme fou peut soudainement porter des habits féminins ou adopter des manières très délicates parce qu'il n'a plus conscience des hormones sociales. Une femme folle peut avoir un comportement plus agressif ou dominant car elle perd l'influence des attentes culturelles qui lui imposent d'être douce ou réservée. Cela signifie que la folie peut révéler ou exagérer des aspects de la personnalité qui étaient cachés ou refoulés à cause de la pression sociale. 4. La symbolique spirituelle et mystique. Dans certaines croyances mystiques et spirituelles, la folie est parfois vue comme un état de connexion avec notre réalité. Cette tradition pense que les fous ont un accès à une dimension spirituelle différente et qu'ils expriment des énergies masculines et féminines de manière désordonnée. Par exemple, dans certaines cultures africaines, on dit que les fous peuvent être des messagers des esprits et le comportement peut être interprété comme un mélange de forces masculines et féminines. Dans certaines formes de transe spirituelle, les gens peuvent adopter des postures et des attitudes de sexe opposé, car
ils sont censés canaliser des énergies divines. 5. Conclusion. Pourquoi un fou peut changer de comportement sexuel? Déséquilibre psychologique. L'anima ou l'animus deviennent instables. 2. Problèmes neurologiques ou hormonaux. Le cerveau ou les hormones influencent le comportement. 3. Libération des normes sociales. La personne ne suit plus les rôles imposés par la société. 4. Facteurs spirituels et mystiques. Certaines croyances disent que la folie brise la barrière entre le masculin et le féminin. En résumé et avant de boucler, la folie peut faire ressortir des aspects cachés de la personnalité d'un individu, y compris ceux liés avec son côté masculin ou féminin. Ce phénomène est donc naturel mais surprenant, car dans un état normal, ces traits sont souvent équilibrés et refoulés. Je pense que cette recherche vous a fort aidé à comprendre qui vous êtes, les comportements des personnes suivant une attitude quelconque. Si vous avez été intéressé par ce que nous venons de vous dire, n'hésitez pas de liker et de partager afin que la deuxième instruction vous puisse arriver d'une façon convenable.